à toutes et à tous et à tous et à tout le monde. Je suis Marion Pilas, une des rédactrices en chef et cofondatrice de la revue La Déferlante, qu'a priori vous connaissez un peu si vous êtes là. On fait cette soirée de lancement pour accueillir un nouveau numéro, qui est le numéro 14, et qui est sur le thème de dessiner. Et on a pensé donc cette table ronde avec des invités prestigieuses que je vais vous présenter juste après, voilà, pour essayer de vous donner un petit avant-goût de ce qu'il y a dans ce numéro, mais plus largement de débattre, comme on le fait dans la revue, de sujets de société au prisme des questions de genre. Longtemps, le monde de l'illustration et de la bande dessinée s'est comporté en boys club. Peut-être que c'est encore un peu le cas, on verra. Mais depuis quelques années, en tout cas, des dessinateurs et des dessinatrices issus des rangs féministes et LGBT+, se font un nom dans la presse, dans les maisons d'édition et dans les grands rendez-vous de la profession. Alors, qu'est-ce qui change concrètement quand des femmes, et plus largement des personnes victimes de discrimination, tiennent le crayon? En quoi leur récit en images modifie-t-il nos représentations, Et la dernière question, c'est la révolution féministe passera-t-elle par le dessin? Donc pour essayer de malaxer toutes ces questions et peut-être d'y répondre un peu, j'ai avec moi Mireille Nyangono-Ebene, qui est connue également sous le pseudo de Nigel Panasco. Donc tu es illustratrice, dessinatrice de bande dessinée, mais aussi musicienne, performeuse. Tu collabores depuis plusieurs numéros avec La Déferlante. Et dans le numéro 14, tu signes une carte blanche où il est question notamment de ta place de femme queer et noire dans le monde de la bande dessinée. Bonsoir. Pénélope Bagieux, illustratrice, autrice, dessinatrice de bande dessinée. Tu es également membre du collectif, alors on n'a pas actualisé ça, du collectif des créatrices de BD contre le sexisme qui a été créé en 2015. Et tu es engagée dans les luttes féministes et aussi, par souci de transparence, on le dit, tu fais partie de nos premiers soutiens et de nos lectrices actionnaires, voilà, depuis l'année dernière, et cette levée de fonds citoyenne qu'on a organisée. Et enfin Marie Sertiman, chercheuse en information et en communication et chargée d'enseignement à Paris 8, à l'université Paris 8. Tu prépares une thèse sur le mouvement des femmes bédéastes pour leur reconnaissance. Et avec Camille de Singly, tu viens de publier un ouvrage, qui est donc ici, voilà, l'ouvrage rouge, qui s'appelle « Construire un matrimoine de la bande dessinée aux presses du réel ». Et tu interviens dans l'article sur la bande dessinée lesbienne dans ce même numéro 14, que vous trouverez, si vous ne l'avez pas déjà, au stand qui est à l'étage en dessous, voilà, à vendre. Il est sorti le 31 mai. Alors, je vais commencer avec des chiffres. On a donc cet article sur la bande dessinée lesbienne dans ce numéro, et dans cet article, il y a une autre autrice de bande dessinée qui, je ne sais pas si elle est là ce soir, qui s'appelle Lisa Mandel, avec qui on a aussi travaillé, qui est interviewée, qui nous dit que les femmes représentent aujourd'hui, je cite, au moins la moitié des effectifs du secteur de la bande dessinée, contre 12% il y a 10 ans. C'est une question qui s'adresse à vous trois, et en fonction de ce que vous recherchez, de vos ressentis, de ce que vous vivez. Est-ce que ça vous semble à peu près correct comme estimation? Et surtout, est-ce que ça concerne uniquement les autrices dessinatrices, ou est-ce que c'est plus large, est-ce que c'est tout le secteur de la bande dessinée? Voilà, je vous laisse celle qui veut commencer. La moitié, est-ce que ça me paraît crédible? Ouais, ça me paraît crédible. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que pendant hyper longtemps, on disait toujours qu'on était justement à 15%. Et je me dis, c'est marrant, ça colle pas du tout avec ce que j'observe quand je suis en festival. On a l'air vraiment hyper de beaucoup occuper l'espace pour des gens qui sont 15% et qui ont l'air d'être vachement plus que 15%. Donc je fais confiance à Lisa, je pense que ces chiffres sont plus crédibles, effectivement. Et je pense que ça quand tu veux dire pas que les autrices, tu veux dire les éditrices. Voilà, dans la chaîne de. Oui, il y a beaucoup d'éditrices, ouais. C'est vrai. Après, jamais à des postes un peu comme partout. C'est pas les boss des maisons d'édition, quoi, ça c'est sûr. Mais éditrices et autrices, ouais, ça me paraît plausible comme chiffre. Oui, je vais compléter cette réponse-là. En fait, c'est assez particulier parce que dans le cadre de mes recherches, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que ça dépend dans quel espace on circule. Est-ce que c'est dans ce qu'on entend un espace légitimement? Donc, je colle le micro. Est-ce que c'est un espace légitimement, donc les maisons d'édition à compte d'éditeurs, ou est-ce que c'est dans des espaces alternatifs? Parce que si on passe aussi par les espaces alternatifs, tout ce qui est le fanzina par exemple, on va retrouver même des chiffres inversés,
où les femmes vont être majoritaires, parce qu'il y a aussi ces plafonds de verre qui empêchent que les créatrices soient beaucoup plus nombreuses. Il y a aussi ce qu'on entend par créatrice, par autrice. Donc, est-ce que c'est cette aberration, qui est pour moi une aberration, pardon, une autrice complète ou pas, donc c'est-à-dire qui fait les dessins, les scénarios et la colorisation. Donc, ces chiffres-là sont comptabilisés pour cette autrice complète. Et là, par rapport aux derniers chiffres qui ont été lancés par les CGBD, État généraux de la bande dessinée, donc c'était en 2016, ça faisait 24% des personnes qui publient à compte d'éditeurs qui sont des femmes, qui s'identifient comme telles, qui font partie de ces effectifs. Mais encore une fois, c'était des enquêtes qui ont été lancées où toutes les répondantes, les répondants et répondantes n'étaient pas forcément intégrés dans les milieux et ne circulent pas forcément dans les espaces les plus légitimement, donc à compte d'édition. Donc c'est à relativiser, mais encore une fois, il n'y a pas de recensement qui permet de chiffrer le nombre de femmes qui travaillent aujourd'hui en France dans la bande dessinée. Donc je ne sais pas par rapport à ton ressenti, mais mon ressenti, mais un des chiffres qui me paraît assez intéressant, c'est que dans les écoles, dans les grandes écoles de bande dessinée, les femmes elles sont majoritaires à s'inscrire, à pratiquer, à être diplômées. Mais qu'est-ce qui se passe une fois, justement, quand on est diplômé, et pourquoi les chiffres restent très à la baisse quand on est une créatrice qui publie à compte d'éditeur, dans l'espace le plus légitime qui reste en France. Mireille, ton ressenti là-dessus ou Bien parler dans le micro parce qu'on n'entend pas au fond, vraiment proche du micro. D'accord. Moi ou tout le monde. D'accord, ok, pardon. Oui, moi ce sera pas des recherches, mais des observations et des ressentis. J'ai plutôt évolué dans les milieux du fanzine. Et ce que je constate effectivement, c'est que les femmes ont beaucoup de présence. Il y en a beaucoup. Et je viens aussi d'école d'art. J'ai eu mon diplôme il y a 6 ans. Et c'est ce que j'ai pu observer également. Il y a beaucoup de... Enfin, dans ma classe en illustration, on était une majorité écrasante de filles. Et voilà. Mais en général, dans les écoles d'art aussi, c'est le cas. Il y a beaucoup de filles ou de femmes. Et à la sortie, ça ne se retrouve pas forcément dans les institutions. Mais enfin, je sais pas. J'espère en tout cas que ça commence à changer doucement. On en perd moins en chemin. Qu'on en perde moins en chemin. Ouais, mais pour la BD, oui, je pense que c'est vrai. Il faut qu'on les voit plus, il faut que ce soit dans des cadres peut-être plus reconnus. Enfin, est-ce qu'il faut, je sais pas, qu'on étende notre conception de ce qui est légitime, mais voilà. On va reparler de tout ça après. Tu dis dans cette carte blanche, ça va Lucie ? Ouais. Tu dis dans cette carte blanche que tu as fait, donc dans ce numéro, je ne l'ai pas montré, pardon, mais il est là, enfin, ça ne nous aurait pas échappé qu'il y a une couverture bleue et une personne sur un crayon. Voilà. Tu dis, je te cite, la BD, c'est le territoire des hommes et des blancs. Ça nous permet aussi de se poser la question en termes non plus de genre, mais aussi de personnes blanches, personnes non blanches. Toi, ton ressenti, et je ne sais pas s'il y a des chiffres éventuellement qui corroborent, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, en tout cas d'actualisés sur la question du genre. Est-ce que sur ces questions-là, Mireille, peut-être d'abord sur toi, comment, dans les milieux dans lesquels tu évolues, et puis peut-être ce qu'on a disponible comme données. Oui, dans mon ressenti, c'est ce qui me pousse à écrire ça, dans le sens où mes professeurs à l'école, à la IR à Strasbourg, c'était majoritairement des hommes blancs. Et oui, par exemple au festival de BD d'Angoulême, j'ai l'impression que les personnes qui pèsent ou les gens vers qui il faut aller, c'est souvent des personnes qui sont des hommes, ou en tout cas c'est systématiquement des personnes blanches. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est déjà pas mal. Oui, c'est intéressant. Enfin voilà, c'est l'observation que j'ai pu avoir. Et très personnellement, c'est quelque chose qui a mis de façon très concrète sur ma tête le plafond de verre en question. Et voilà. On pourra, j'imagine. Oui, carrément. Maryse, toi, il y a des données? Oui, en fait, c'est assez particulier parce qu'il faut prendre en compte ce qu'on entend par bande dessinée. Parce que si on parle de la racialisation en bande dessinée, et si on dit que c'est un territoire extrêmement blanc, ça veut dire qu'on exclut tout ce qui est manga. Donc, où il faut comptabiliser les personnes qui écrivent des mangas et qui ne sont pas
y compris à l'échelle française y compris à l'échelle française, et quand bien même aussi, il faut comptabiliser tout ce qui se passe en Outre-mer. Il y a une scène qui est assez riche, extrêmement riche en Outre-mer, dans les Antilles notamment, et qui n'est pas extrêmement comptabilisée, qui n'est pas du tout étudiée dans les territoires métropolitains, où il y a beaucoup de créatrices qui sont assez nombreux et nombreuses, mais on ne les entend pas, on ne les voit pas, on ne sait pas assez visibiliser. Et puis aussi, il y a quand même pas mal de maisons d'édition qui importent, ou qui exportent plutôt, du coup, des créations des personnes racialisées en France. Donc j'invite vraiment à visiter la médiathèque du Quai Branly, parce que là, on peut avoir un large, mais vraiment panel et œuvres des créations qui sont des personnes qui ne viennent pas des territoires blancs, où il y a une création qui est assez riche et façonnante. Donc, ça reste à relativiser, mais dans l'industrie franco-française métropolitaine, la création elle reste blanche, et surtout dans tout ce qui va être des institutions, des domaines légitimants, les reconnaissances, la présence, la représentation et représentativité dans tout ce qui est les instances décisionnelles en bande dessinée, ça reste majoritairement mâle et blanc. Comme un reflet de ce qui se passe dans pas mal de secteurs de la société. Donc, si je résume, ça avance, les choses progressent. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que l'heure du patriarcat blanc dans la bande dessinée, les heures sont comptées, ou est-ce qu'on n'en est pas là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait dire qu'il y a un renversement qui commence à se produire? Enfin, je ne voudrais pas aller trop vite, on aimerait bien. Pénélope. Ma question, elle tournait aussi autour éventuellement d'anecdotes, d'événements où vous avez pu vous dire, tiens, là, il se passe quelque chose. Alors, de mon point de vue d'autrice plus âgée, parce que c'est ça ma petite touch à moi, moi je vois qu'effectivement ça n'a rien à voir avec il y a 10 ans pour une autrice de BD, mais c'est vraiment le jour et la nuit, donc ça rejoint à être plutôt optimiste, même si c'est évidemment comme toujours trop lent, pas assez, et parfois on se retrouve sorti de sa petite bulle et on est avec le reste du monde et on se rend compte que ah mais non, en fait on en est encore à des kilomètres et tout est à reprendre depuis le début et c'est terrible. Mais globalement, moi j'assiste à des choses aujourd'hui, ce soir par exemple. Je pense qu'il y a 10 ans, la question des femmes dans la BD, on en avait vraiment pas grand chose à voilà, et secouer, et que surtout c'était encore l'époque de... Alors bon, ça va être un peu obligatoire, on va à un moment dire syndrome de la Schtroumpfette ce soir, donc allez, c'est moi qui le dis. Voilà, de se dire, ah regardez, on a mis une femme. Voilà, et aujourd'hui, même les plus récalcitrants des événements de la bande dessinée n'osent plus faire ça. On compris, ça ne veut pas dire qu'ils le font pour de bonnes raisons, mais ils le font parce qu'ils ne veulent pas de problème. Donc déjà, c'est quand même un pas. Et les autrices se sont quand même fédérées, ont parlé ensemble, il y a des tas de choses qui ont changé par rapport à il y a 10 ans, où... Vraiment, c'était... Enfin, moi, j'ai commencé, par exemple, à aller à Angoulême il y a 15 ans, je pense. Bon, c'était un autre festival quand même. Et pourtant, Dieu sait que c'est pas un festival qui est irréprochable, aujourd'hui encore. Mais quand même, il faut mesurer ce qui est le chemin parcouru. Et puis, comme toujours, l'espoir de la suite vient de la jeunesse. Et je pense que regarder un échantillon de ce qu'est la production de jeunes autrices aujourd'hui, et quand je dis jeunes autrices, de jeunes auteurs en général, dont une très grande part est une part d'autrices, et la qualité de ce qu'elles produisent fait que mécaniquement, de toute façon, on va vers du mieux. La résistance qui peut venir des institutions, de plein de choses comme ça, est obligée au bout d'un moment quand même de se fendiller face à ça, parce que il y a trop de qualité dans ce qui est fait par les jeunes autrices. Et je parle même pas de celles qui sont très très jeunes et qui sont encore en train un peu de tâtonner, de se dire est-ce que je fais de la bande dessinée ou pas, mais elles vont complètement balayer ça, je pense. Alors après, est-ce qu'on peut parler d'un backlash dans la bande dessinée? Je sais pas, mais on voit bien qu'il y a aussi des moments très énervants encore là-dedans. On en a eu un très beau festival d'Angoulême l'an dernier. Bon, voilà, c'est quand même un... Quand tu dis est-ce que l'heure du patriarcat a sonné, et comme souvent il se crispe et il se cramponne un peu aussi, hein, donc ça résiste fort, mais je pense qu'il y a une vague qui va totalement par la qualité de ce qui est fait, tout simplement, et il n'y aura pas besoin de mettre des quotas, des choses comme ça. Il a fallu le faire, et évidemment qu'il a fallu le faire, bien sûr, mais en fait maintenant il suffit de laisser les filles faire des BD, puis les gens sont obligés de voir que c'est super en fait.
Mireille, toi qui es peut-être plus une jeune autrice. Non, je ne sais pas, j'ai pas vérifié les dates de naissance, je vous avoue, j'ai pas fait mon coup jusqu'au bout. Est-ce que tu es d'accord avec Pénélope qui dit ça va se faire, maintenant les digues sont tombées, les choses vont se faire un peu, je caricature volontiers ton propos, mais les choses vont se faire un peu d'elles-mêmes. Est-ce que tu ressens la même chose? En tout cas, j'ai envie d'y croire. Je ne sais pas si ça va se faire aussi naturellement, mais même si ça ne se fait pas, même s'il y a ce backlash ou cet éventuel backlash, les autrices ne se laissent pas faire. Elles sont là. Il y a plus d'espace qui leur est donné, donc elles le prennent. Et je m'estime chanceuse de faire partie de cette génération ou de cette vague. Et je connais beaucoup de gens autour de moi qui font. Donc, quoi que les autres décident, on va décider pour nous. Voilà. Maryse, de ton point de vue d'universitaire, est-ce que dans l'histoire récente de la bande dessinée, il y a un événement, une sortie, un moment qui a fait bascule sur ces questions-là? Oui, 2016, à Faire Angoulême. Je pense que le premier ils vont être d'accord avec moi, quand Franck Mondu avait dit que dans l'histoire de la bande dessinée, il n'y avait que 5 femmes qui ont écrit l'histoire de la bande dessinée et qu'il en restait des doigts. Donc il y a eu ces mouvements un peu de foule, on va dire, qui s'est un peu esquissé, où il y a eu des hashtags, Women du BD, donc plein de créatrices qui se sont mobilisées pour montrer leur présence, leur existence dans les milieux et dire qu'elles sont là. En 1976, avec l'apparition du premier numéro d'Anana, on estimait que c'était 50. Et uniquement... Anana, tu peux redire ce que c'est? La revue Anana, c'est la première revue. C'est la première revue qui a été créée entièrement par une équipe féminine et qui revendiquait en fait un peu l'agenda féministe de l'époque, 76-78, et qui a été censurée suite à la loi 1946 pour en fait atteinte à la pudeur et considérée comme étant pornographique parce qu'on avait montré des images et des thèmes qui parlaient de l'inceste, des règles de l'homosexualité féminine. C'était comme ça qui a été mentionné dans la revue. Et donc il y a eu vraiment cette première regroupement des créatrices. Et là, on estimait, donc, dans le premier édito, en 1976, et c'était 50. Donc, invisibiliser cette quantité de créatrices, déjà, c'était scandaleux. Et puis, il y a eu vraiment ce mouvement collectif de dire, on est là, on est présente. Après, il y a eu tout ce qui se passe actuellement. On est en train de vivre une vague féministe assez importante, il ne faut pas les nier. Je suis assez d'accord avec... les intervenantes parce que oui, il y a quelque chose qui est assez portant et assez inspirant. Par contre, il ne faut pas non plus nier les phénomènes et l'effet de mode. Et comme toutes les vagues, elles peuvent en fait un peu s'écrouler. Et ce n'est pas parce qu'on est très présente et on est très nombreuses là que ça ne risque pas de changer. Et il y a un mouvement de résistance, comme elle disait Pénélope à l'instant, qui peut tout faire pour que les contextes patriarcaux restent là. Donc, mais là, il y a des mouvements qui permettent de créer des sources et des ressources pour ne pas invisibiliser, pour argumenter qu'on est là. Bon, surtout les créatrices et les créatrices, elles sont là. Donc, il y a plus de manières d'argumenter qu'elles sont présentes et de combattre un peu cette doxa qui va rester très majoritaire et présente dans le milieu. On a parlé donc de chiffres, enfin, on a essayé de délimiter ce phénomène. Maintenant, au-delà des questions d'égalité, est-ce que cette lente évolution, appelons-la comme ça, change concrètement des choses? Je m'adresse aux autrices et dessinatrices, créatrices. Dans votre manière d'évoluer dans ce milieu, de défendre votre travail, peut-être aussi de créer, est-ce que le fait d'être moins minoritaire, tout est relatif, vous fait travailler différemment, en fait? Non. Potentiellement, mais dans ce cas-là, si ça me fait travailler différemment, je ne m'en rends pas compte, parce que c'est déjà normal pour moi d'être moins minoritaire.
Mais j'ai envie de dire que je reste quand même assez minoritaire en tant que personne noire. Et ça influe mon travail. Du coup, c'est une question assez présente dans mon travail. Mon anecdote avec cette conscientisation, c'est... Du coup, je vais à l'encontre de ta question un peu, mais c'est le... J'adore les anecdotes. Donc c'était le spin-off du festival de BD d'Angoulême 2020, où j'étais avec mes collègues en étant un début étudiant. Bref. Et c'est un moment où j'ai réalisé, enfin, ça a fait tilt, c'est un grand moment d'invisibilité et d'invisibilité, de solitude. Du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, les personnes qui sont là, les travaux qui sont montrés, ça ne représente rien de ce que je suis, ou pas grand-chose, ou alors de façon assez parcellaire, qui je suis et qui d'autres personnes comme moi peuvent être. Et j'ai envie de contribuer à montrer des expériences autres, c'est-à-dire non blanches, mais pas uniquement, aussi queer, ou étranges, comme je préfère le dire. Et ouais, je ne suis pas la seule à le faire, mais je contribue à ça. Parce que ce qu'on n'a pas dit, mais tu vas beaucoup mieux en parler que moi, c'est que toi, tu fais de la bande dessinée, je vais très mal le dire, je ne connais pas bien, mais d'inspiration science-fiction, fantasy, comment tu... Oui, carrément, science-fiction. Le terme afrofuturiste peut aussi coller. Je ne l'utilise pas forcément naturellement, mais ça colle très bien. Et oui, féministe, voilà. Pénélope, peut-être sur cette question, est-ce que ça change quelque chose au quotidien dans ton travail, de quoi du coup? Eh ben, de quoi? Ce languissement vers plus de femmes, vers voilà, d'être plus en groupe, se sentir encore moins minoritaire. Ça fait, dans mon cas en tout cas, me poser moins de questions. Mais ça va intéresser qui? Est-ce que c'est pas trop est-ce que tout le monde peut s'y retrouver? En fait, je pense que abandonner l'idée que tout le monde doit s'y retrouver, déjà, qu'est-ce que ça détend de se dire mais je m'en fous complètement en fait que tout le monde s'y retrouve. De toute façon tout le monde ne s'y retrouvera pas, donc se dire comme un peu un rêve, je pense, de personnes qui écrire pour soi, en arrivant à ne pas être parasité par oui mais les autres gens en fait, et se dire mais pour moi, et c'est évident qu'en étant sincère quand tu écris pour toi, bah, tu vas toucher d'autres gens. Et c'est vrai que tu vois, par exemple, c'est marrant, je disais ça juste avant, on a fait une petite vidéo avec cette jeune personne qui est là, et il disait que quand j'avais commencé à travailler, moi il y avait une question que me posaient tout le temps les journalistes, c'était ils s'étonnaient du choix de toujours avoir des personnages féminins, comme si c'était un peu ma petite marque de fabrique, et ils disaient c'est marrant, alors toujours des femmes. Et je savais pas quoi répondre. Je trouvais ça assez con comme question déjà à l'époque, mais je me disais mais oui, mais ils ont raison, c'est vrai, c'est bizarre, pourquoi j'écris toujours à propos de femmes alors que... Mais parce que pourquoi pas en fait. Déjà, première réponse. Est-ce que vraiment vous posez cette question aux auteurs hommes pour savoir pourquoi ils parlent toujours d'hommes? Non. Mais parce que c'est logique que je parle de ce que je vis, ce qui m'intéresse et ce que je comprends, et les histoires des gens qui me sont proches. Mais l'intellectualiser, se dire ouais mais est-ce que du coup et par exemple quand j'avais des lecteurs en dédicace, ils arrivaient en me faisant une tonne de disclaimers en me disant alors c'est ma copine qui lit mais et tout ça, et je me disais mais c'est fou de vraiment se débarrasser de ce truc et se dire mais tant pis, mais vraiment je m'en fous en fait. Et ça a changé parce que je me serais pas du tout autorisé cette réflexion il y a 10 ans. En plus de ça, il y a 10 ans, l'autobiographie féminine avait quand même très mauvaise presse parce que c'était nul. Puisque comme c'est des femmes qui parlaient d'elles, c'était nul, alors que c'est vraiment un truc dont on est quand même, je dis pas qu'on en est revenu, mais on a bien avancé sur la question. Et par exemple, j'ai fait une BD autobiographique il y a 3 ans, je n'aurais jamais osé la faire il y a 10 ans, pas parce que c'était trop personnel, mais parce que je me disais, ouais mais les gens vont pas s'identifier. Et aujourd'hui, je me dis, c'est pas grave, si les gens s'identifient pas, j'écris pas pour eux en fait. Et ça c'est vraiment l'évolution de ce milieu. Et encore une fois, l'arrivée d'autrices plus jeunes, qui pour moi a décoincé ça, de se dire, en fait, les choses vont changer aussi, c'est pas grave, on s'en fout. Donc pour moi, c'est un vrai truc très concret qui a changé.
c'est s'autoriser à écrire sur des sujets et avoir un propos et un ton en se disant tant pis si tout le monde ne s'identifie pas, parce que de fait c'est pas possible de faire un récit universel en fait. C'est une illusion ce récit universel, tout est situé, tout a un point de vue, donc c'est con, c'est juste qu'on n'est pas du bon côté de l'universel, mais c'est l'heure pour quelqu'un de faire un truc. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que actuellement je suis dans un moment du coup de ma vie où c'est des questions que je me pose, mais plutôt sur la question raciale, et je me dis que c'est pas, je me dis pas je n'oserais pas travailler sur tel sujet de peur que les gens ne s'y retrouvent pas. J'ai conscience que peut-être les gens ne vont pas forcément comprendre, et c'est pas forcément important. Je me dis que la tolérance, c'est pas de comprendre forcément ce que l'autre vit, mais d'accepter que l'autre vit quelque chose que tu peux pas comprendre. Mais du coup, c'est pas dans... je ne vais pas faire parce que les autres pourraient ne pas comprendre, et plutôt j'ose pas proposer parce que c'est peut-être la même chose au final, mais parce que les éditeurs et éditrices ne vont pas comprendre. Enfin, je sais pas si je dirais quoi que ce soit de si extraordinaire que ça, mais il y a ce truc-là, en tout cas, qui est très vivace actuellement dans ma tête. Voilà. Maryse, ouais, ton point de vue d'observatrice, voilà, un peu en hauteur de ça. Est-ce que, même question mais formulée autrement, est-ce que le changement, je vais mal le dire, mais dans la population des gens qui font de la BD, a des effets concrets, palpables, quantifiables sur le fonctionnement du secteur, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue créatif même? Est-ce que toi tu observes des choses comme ça? Oui, quantifiable, il n'y a pas encore d'enquête en cours ou chiffrés qui permettent de mesurer tout ça. Par contre, les dernières études du GFK, donc, qui sont lancées par les Centres nationaux du livre aussi, montrent la part des... Je ne travaille pas du tout sur la réception, attention. Mais qui montrent la part des féminines, ou s'identifiant comme telles, des lectrices, donc des bandes dessinées. Donc elle est beaucoup plus importante qu'il y a 10 ans. Donc ce qui permet aussi d'expliquer la forte présence ou la présence beaucoup plus importante des créatrices, parce que plus il y a des contenus où on peut s'identifier, et bon, encore une fois, c'est pas l'injonction à pouvoir faire des récits qui sont universels, mais justement des récits qui sont diversifiés, variés, où on peut se retrouver, donc qui créent de nouveaux niches des marchés. Et là, actuellement, il y a une niche des marchés qui est la BD féministe. Donc il ne faut pas les cacher, c'est des logiques aussi mercantilistes, donc capitalistes, qui permettent de dire, bon, là il y a un marché, donc on va retrouver des quoi pouvoir faire des bandes dessinées qui vont se vendre. Donc c'est à prendre en compte, mais c'est sur la bonne voie où plus on va trouver des créations où on peut s'identifier, plus il y a cette diversité-là aussi, donc ça va générer de nouvelles formes des marchés, donc on est dans un monde capitaliste, il ne faut pas non plus l'effacer. Mais ça permet de retrouver en fait des diversités dans les récits, dans ce qu'on va aussi consommer. Donc ça s'enchevêtre et ça sépare, en fait, ça communique ensemble. Mais la logique, c'est que puisqu'il y a plus de bandes dessinées créées par des personnes issues des groupes diversifiés, donc divers, donc que ce soit des femmes ou des personnes qui vont être trans, qu'elles soient les genres ou des personnes racisées, donc plus on va trouver un lectorat à qui s'adresser, et donc des logiques de vente qui vont suivre. Pour les maisons d'édition, il y a un enjeu économique. Je crois, alors je ne sais plus si c'est toi qui disais ça, mais dans le papier, dans ce fameux numéro, il y a un article écrit par Camille Regache, et on parle, alors c'est un article qui parle de la bande dessinée lesbienne, mais aussi de la bande dessinée, enfin des femmes qui font de la bande dessinée, et on parle d'un précédent qu'il y a eu avec les ventes de la bande dessinée de Jules Marot, Le bleu est une couleur chaude, qui a eu, si je ne me trompe pas, un succès assez, j'allais dire, inespéré, inattendu, en tout cas inattendu pour les gens qui l'ont édité, et pour l'ensemble peut-être du secteur. Est-ce que ça, par exemple, ça a marqué un tournant? Oui, en effet, il y a eu un tournant avant et après, mais il y a aussi le film La vie d'Adèle qui a contribué à ce succès phénoménal. Mais les maisons d'édition, ils sont identifiés ces marchés niches, que ce soit des groupes LGBTQAI+,
ou autre, en fait, où il y avait un secteur où on pouvait s'adresser. Donc ils se sont dit, il y a un succès des ventes au niveau des bandes dessinées, plus le succès du film a contribué à que ces récits soient beaucoup plus importants. Donc oui, en effet, il y a eu un avant et un après cette BD de Jules Marron. Pénélope, Mireille, est-ce que, c'est un peu la suite de la question tout à l'heure, est-ce que avec peut-être cette position un peu plus en force, on va dire, dans laquelle vous êtes aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, ça veut dire que vous vous autorisez ou vous pensez, vous conscientisez ou pas le fait de proposer d'autres représentations. Pénélope, je t'avais déjà posé cette question au Pop Woman Festival où tu m'as dit, je ne pense, et tu l'as redit là, je ne pense surtout pas aux gens pour lesquels je fais mes BD parce que sinon ça me paralyse en fait, voilà. Mais est-ce que sur la question des représentations, est-ce que l'une et l'autre vous conscientisez de dire, bah là, tu parlais d'avoir des héroïnes femmes par exemple, est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que vous politisez ça, même d'une certaine manière? Tu veux répondre? Oui. Raconte-nous. Oui, ouais, carrément. Parce que au début, quand j'ai eu ce déclic donc, à Angoulême 2020, je me suis dit, je vais dessiner que des femmes noires. Et puis, bon, avec le temps, ça s'est élargi un petit peu, parce que le spectre de genre est plus large que homme-femme. Et... ouais, voilà, je sais pas. J'ai un blanc. Quel impact ça a? Enfin, est-ce que tu réfléchis à l'impact que ça peut avoir, voilà. Je sais pas si je pourrais quantifier quel impact ça peut avoir, mais je sais que je me dis que c'est... Déjà, j'ai envie de représenter autre chose. Enfin, autre chose. J'ai envie de représenter des femmes, j'ai envie de représenter des corps qui ne soient pas... binaire forcément, et un moyen de faire ça, c'est de dessiner des aliens, et c'est quelque chose que je fais, et enfin, je sais que ça peut avoir un impact. Je suis consciente de l'aspect politique que ça peut avoir. J'essaie de ne pas me dire, ok, là, il va falloir que j'ai de faire des quotas. Voilà. J'essaie de ne pas faire des quotas, mais oui, je suis consciente que ça a un impact politique et je l'assume, disons. Voilà. Mais j'essaie de... Enfin, voilà. En évitant les quotas, donc en évitant ce que... disons d'avoir de te contraindre d'une certaine manière aussi. Quoique la contrainte peut être intéressante, mais de me laisser imposer, d'avoir le regard des personnes qui liront à la place de mon regard. Voilà. C'est vachement important ça. Pénélope? Moi, j'essaye d'aller contre mes propres biais dans l'écriture des personnages, c'est-à-dire de me dire, et c'est là où on voit à quel point ils ont la peau dure, pas tellement dans les représentations, parce que ça, il y a presque un plaisir de dessin de toute façon à faire des choses qui sont pas trop normées. Ah, c'était pas intéressant, on va couper le son. Elle parle trop. Et c'est plutôt dans l'écriture, par exemple, c'est questionner des automatismes d'écriture de personnages, de se dire qui apporte la punch, qui est marrant, et ben se dire peut-être pas le personnage qu'on croit, et essayer de se dire comment rendre cool des gens qui sont toujours montrés d'une manière non cool. Et par exemple, c'est une question que je me suis beaucoup posée quand je c'est bon, c'est vraiment pas intéressant. Dites-le moi une bonne fois pour tout. Non, mais non, ça va être galère. Je vis mon rêve. Céline Dion. Ouais, de se dire, c'est important parce qu'on a une responsabilité. Alors, culotté, c'est un exemple un peu à part parce que j'ai eu un lectorat hyper jeune. Donc, tout est grave. Tout est hyper important. Chaque dessin qu'on fait, on se dit potentiellement des enfants vont se dire, c'est la vraie vie. Donc, c'est hyper important de faire attention à qui est super, qui est cool, qui machin. Mais, par exemple, ça peut paraître anecdotique, mais la BD que j'ai fait après culotté, c'était l'adaptation de Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Et pour le coup, je savais d'emblée que ce serait lu par des enfants. Donc, hyper important de faire attention à tout sur les représentations de genre. Et se dire, sachant que j'adaptais un texte qui a bien des choses à revoir,
Et que du coup, je me disais, bon, bah, c'est le moment de corriger le tir. Et un exemple, ça va paraître con, mais c'était important. Dans le roman, et quand ils sont à l'hôtel, ils ont des petites souris, et donc la femme de chambre, elle voit les souris, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle hurle, bien sûr, et elle monte sur une chaise, parce qu'elle a peur des souris, parce que c'est une femme, parce que nanana, bon, bref. Et les mecs, ils sont rigolos et cool, et tout est super, et les femmes, elles font que crier quand elles voient des souris. Et moi, quand j'ai lu le bouquin, ça me faisait rigoler, et puis c'était normal. Et puis en fait, moi je pense que c'est ça, où c'est lutter contre mes automatismes et mes réflexes d'écriture, c'est de me dire, fais que je vais faire un anglicisme horrible, mais que la comédie soit servie, pas toujours par les mêmes, que si vous faites l'expérience chez vous, mais c'est un truc que je fais parfois, quand on prend des livres qu'on adore de quand on était petit, et qu'il y a des dialogues garçon-fille ou des dialogues papa-maman, inverser. Et se dire, c'est maman qui dit les trucs de papa et c'est le garçon qui dit les trucs de la fille. Et ça fait des filles qui disent, eh ben je sais pas, on verra, on part à l'aventure et on verra bien. Et les garçons qui font, et si je me tâche, qu'est-ce qu'on va devenir? Et en fait, se dire, mine de rien, je suis un produit de ma génération. Et des générations d'avant, en plus, n'en parlons pas. Mais du coup, évidemment que j'ai des vieux restes, des automatismes, des trucs de « Ah, et la fille ferait tel truc » et me dire « Arrête de faire ça ». Et en fait, au bout d'un moment, comme tout automatisme qu'on chasse, un nouvel automatisme prend sa place. Et on arrive à écrire intuitivement des personnages féminins qui sont libérés de ça. Mais il faut d'abord les casser, ces violences, ces réflexes-là d'écriture, je trouve. Donc, plus que dans le dessin, je dirais c'est dans la création de personnages et se dire eh ben, on va changer le truc. C'est finalement, par exemple, en ce moment, je fais une bande dessinée où il y a une famille de petits-enfants. Et c'est 2 garçons et une fille. Et vraiment, je me suis dit, non, ce dialogue-là, c'est la fille qui va le dire. Parce que ça marche aussi, ça ne change rien si c'est la fille qui le dit. C'est même plutôt cool. Et voilà. C'est long comme réponse, mais voilà. C'est intéressant. On est dans le registre des représentations. Qui est un registre qui a pas mal été investi dans le champ féministe. Il y a un autre registre qu'on est en train d'investir, c'est celui aussi des narrations. On sait que les histoires, elles sont souvent racontées un peu de la même manière, et notamment dans la bande dessinée, où c'est des histoires d'aventure, avec des héros garçons qui veulent atteindre un but, et qui traversent donc ces aventures, qui jouent des épreuves grâce à leurs gros muscles et à leur force. Est-ce que la bande dessinée n'est pas un lieu parfait pour aussi déconstruire les schémas narratifs? Je vous dis ça parce que je pense à des exemples. Tu parlais des strates évidemment tout à l'heure, donc il y a une bande dessinée autobiographique de toi, sur toi. Voilà, moi j'ai les références que j'ai, mais je pense aussi à un bouquin que j'ai adoré d'Erin Williams qui s'appelle Trajectoire de femme. Voilà, qui est aussi une femme qui raconte son quotidien, donc c'est autobiographique. Je pense aussi dans un autre registre complètement à Liv Strömquist et aux bandes dessinées de Liv Strömquist où on n'a pas ce schéma du tout. Voilà, au dernier album de Myriam Mal, pour ne pas le citer, qui est super. Est-ce que c'est pas justement avec tous ces exemples dans la bande dessinée peut-être qu'il y a un art, un média précurseur pour faire ça, pour déconstruire ces schémas narratifs? Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est une question pour toutes les trois, du coup. La bande dessinée, ainsi que, j'ai envie de dire, les médias de l'image, parce que ça revient à l'image et à ce qui est montré, ça a un impact tellement fort sur nos imaginaires, sur nous, les humains. Oui, ça... Fatigué? Tu veux reprendre après? Non? Redis-moi la question. La question, c'est est-ce que la bande dessinée n'est pas le lieu idéal pour déconstruire les schémas narratifs classiques? Tout à fait. Voilà. Comme je disais, l'image, c'est important. Et c'est clairement, selon moi, ouais, c'est un des outils pour ça, pour mettre en place cette révolution. Tout à l'heure, tu disais que on se demande si c'est pas un effet de mode. Il n'y a pas un côté effet de mode. Et j'ose espérer que... Oui, voilà, c'est ça. J'ose espérer qu'il y a quand même ce truc de révolution où les choses vont être imprimées un peu plus longtemps, un peu plus fort dans l'imaginaire. Mais c'est... Enfin, je pense aux travaux des gens qui sont autour de moi, qui ont mon âge, avec qui j'étais à l'école et tout. Oui, clairement, si chacune on laisse l'espace à toutes ces personnes-là, c'est sûr que ça va changer les représentations. J'ai envie de citer quelques noms d'amis et de collègues. Je pense à Elsa Clé, qui fait Enfin, j'ai tout un tas de bouquins ici qui peuvent être consultés.
qui fait une bande dessinée décidément, c'est très féministe, c'est très revanchard, enragé. Elle a fait une série de 3 livres, elle en prépare un 4e. Ça s'appelle Elsa and the Haters, où elle et ses amis vont en gros tuer du mascu. Et c'est super, c'est très cathartique. Je pense à Lucille Ourvouet, qui aussi, je pense, en termes de représentation de ce qu'on peut s'imaginer que sont les femmes, quel est le quotidien de femmes, Lucille apporte quelque chose de complètement déjanté. Et elle a un côté plus, comment dire, ça peut s'identifier plus au réel, ce qu'elle fait, et ça, ouais, c'est complètement schlag, complètement fou, quoi. Et enfin, je pourrais passer la soirée à citer le nom de personnes, mais voilà, déjà 2 personnes au travail formidable. Et voilà, donc oui, je pense que clairement. Oui, là je vais être un peu à relativiser aussi parce que ça dépend dans quel espace, dans quel cercle, dans quel circuit on circule. Je pense ne serait-ce que c'est une suite des créations, c'est des proto-bandes dessinées qui me fascine à moi, celle qui a été faite par, en fait, chacune des couvertures de La Petite Rose, c'est un journal féministe et mondain fait en 1900 par des TDS, travailleuses de sexe, à Marseille, qui permettent aussi de déjouer un peu les normes de genre. Mais on peut voir par exemple le maire de Marseille à l'époque, avec des ailes de papillons, qui est en train de virevolter pour un peu jouer ses côtés maniérés, qui va être associé à des personnes considérées comme queer. On voit aussi un côté viriliste chez les personnes qui vont être des proxénètes, des femmes proxénètes. Donc c'est extrêmement fascinant. À la même période, quelques années après, on peut trouver les dessins des Gerda Wegener. Dans les années 70, encore une fois, j'y reviens sur Anana, où on peut déjouer un peu les normes des genres. Et il y a un article dans Anana, dans ce numéro-là, je précise, si ça vous intéresse. Donc du coup, on peut voir au travers de l'évolution du médium lui-même un peu cette norme qui va être déjouée, mais ça dépend dans quel espace. Et je pense, je crois que des personnes ici vont être familières à ça, en bandes dessinées qui ont été publiées dans des revues féministes comme Colère, Les Pétroleuses ou Les Cœurs Chambrulent, où justement on va déjouer ces normes-là. Je pense aussi aux bandes dessinées qui ont été publiées par les MLAC, et je pense notamment, je vous conseille vivement, bon, c'est pas un ouvrage qui est encore en vente, mais on peut trouver dans les bibliothèques, Les Femmes s'affichent, qui a été publié par le collectif L'Affiche, où on peut retrouver ça, un recensement des bandes dessinées et des illustrations des presses ou autres, entre les années 70 et 80, où on va justement voir ça. Mais qu'est-ce qu'on entend par les normes des genres qui vont être illustrées ou narrativisées en bande dessinée dans les espaces légitimants? Ça dépend à quel espace on va s'adresser, à quel cercle on va se diriger. Mais sinon, oui, en effet, qui, depuis tout ce qui s'est passé avec les blocs BD, et là c'est Pénélope qui va donner plus d'arguments. Donc on va trouver, ne serait-ce que pour la BD du réel, c'est considéré comme la BD dite girly, plus de représentativité, des normes qui vont être un peu contrées ou non pas ridiculisées, mais oui, traitées avec un ton humoristique pour faire une sorte de cheval de Troie. Donc je me dirais à Pénélope si c'est ça, et qui permet aussi de prendre un peu le contrôle de ces récits qui est assumé par les femmes et les créatrices, mais les créatrices qui s'assument en tant que femmes et qui se dessinent en tant que telles, qui va être beaucoup plus libérateur. Donc ça, on peut les constater depuis les années 90, à peu près grosso modo, avec les phénomènes blog BD, et qui est beaucoup plus revendiqué par les créatrices elles-mêmes. Je n'ai pas forcément grand-chose à ajouter, mais ce qui est sûr par rapport à ta question, c'est que on peut toujours se demander, quand on se demande est-ce que ce truc existe, de voir si des gens le combattent, ça prouve que ça existe. Et j'ai l'impression que le fait qu'on essaye de maintenir les représentations telles qu'elles sont, même dans la bande dessinée, à tout prix, voilà, ça prouve que ça dérange quelque part et qu'il y a quelque chose qui se joue. Faut pas jamais oublier que quand on a créé Wonder Woman, par exemple, quelques années après, on a changé le personnage de Wonder Woman parce que
on se disait c'est bizarre quand même, cette femme qui se bat, est-ce qu'elle serait pas un peu lesbienne? Et donc on a imposé le fait de changer le scénario. Wonder Woman a eu un mari, elle a arrêté d'aller sauver le monde pour ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Il faut quand même jamais oublier ça. C'est le comité de censure aux États-Unis qui a demandé ça parce que ça pervertissait les jeunes garçons, parce que ça s'adressait, on imaginait bien que c'était que des garçons qui lisaient de toute façon. Donc on disait, bah, quand même, cette femme, elle n'a pas de mari, on sait pas ce qu'elle fait de sa journée avec son short. Et du coup, on est venu ramener Wonder Woman dans un truc bien chiant, parce que ça dérangeait le fait que justement, on imagine des identités différentes. Donc, et un rapport de force en plus différent, parce qu'elle était en plus très forte. Donc ça a dérangé tout le monde. Donc voilà, mais j'ai l'impression que les champs d'écriture qui ont un peu montré la voie à ça, dans lesquels, qui sont les bons élèves de ça, comme la fantaisie par exemple. Je parle de littérature. La fantaisie, c'est quand même un domaine dans lequel ça fait très longtemps que ils ont pris le bon tournant, qu'il y a des autrices de fantaisie extraordinaires qui inventent des sagas dans lesquelles il y a des représentativités hyper différentes. Tu parlais de l'afrofuturisme, pareil dans la SF, enfin, c'est fou le temps d'avance qu'il y a par rapport à la BD qui est encore hyper timide là-dessus. Il y a des, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un tournant qui a été pris bien avant la bande dessinée. Je t'en parlerai mieux que moi, mais... Et nous, on est dans la BD, on se dit, bah, si ça marche dans les autres... on dirait que peut-être tout ce qui n'est pas le canal officiel traditionnel de la littérature classique, on essaye de s'engouffrer partout pour créer des choses comme ça. Et que si ça marche ailleurs, c'est que ça marche aussi dans la bande dessinée, je pense. Je sais pas, dans la fantasy, j'ai l'impression que... T'as des références à nous donner en bande dessinée, justement, sur ces... peut-être... BD fantasy. Ah, je lis pas de... Alors c'est là où c'est mon angle mort, c'est que je lis pas de BD de fantasy, je lis des romans de fantasy. Tout le temps. Mais, et pour le coup, j'ai plein de super je peux en témoigner quand elle est arrivée. Ouais, tu vois, parce que je disais, Robin Hood, quand même, mais quelle avancée, quoi. Elle a, je sais pas quel âge elle a 75 piges, elle a écrit 27 bouquins dans lesquels il y a des dragons, de la bagarre, des pirates, etc. Mais des personnages sont pas des vieux dudes, qui sont quand même incroyables, et elle écrivait ça déjà avant que je naisse. Enfin, franchement, quand on regarde la date, on se dit, ah ouais, d'accord, donc quand même la fantaisie, et en SF, une autrice qui s'appelle N.K. Jemisin, vraiment, qui a fait une saga merveilleuse, que je vous recommande, je vous donnerai des refs si vous cherchez des bouquins à lire cet été sur la plage. Voilà. Enfin, une rubrique spéciale de vos références, bah ouais, quelque part. Fantaisie et SF, parce que pour moi, c'est la direction à suivre. Voilà. Merci. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais 22 minutes. Non, il est 22. Il est 22, oui, donc moins de 22 minutes. Je pense qu'on va conclure pour notre part ici, si ça vous va. Et en revanche, l'idée, c'était de faire passer le micro. Donc moi, je vais vous donner mon micro avec un fil. Et s'il y a des questions dans l'assistance, c'est Lucie, notre hôtesse, avec son très beau t-shirt ici présent, qui va faire passer le micro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme on dit toujours, c'est la première qui est la plus difficile, mais après, ça roule. Voilà. Oui. Bonsoir. Merci de vos contributions. Moi, j'avais une question sur l'enseignement, puisque on vit avec des modèles, on reproduit des schémas. Est-ce qu'au niveau de l'enseignement de la BD, de l'enseignement du dessin, de l'illustration, il y a des choses qui bougent? Je pense que je peux répondre à cette question. Il y a une étude, c'est les mémoires des masters qui a été fait par Maëlys Thiriot-Corbin, qui montre en fait, ça a été chiffré, la part du canon qui est enseigné dans les écoles spécialisées, que ce soit pour les beaux-arts ou en bande dessinée, des créatrices qui sont présentes, et elles sont quasiment absentes, voire complètement absentes. Donc à part Claire Bretéché, on ne mentionne jamais les travaux, que ce soit au niveau narratif ou au niveau graphique, des femmes dans les écoles spécialisées. Là, c'est une étude qui date de 2019. Peut-être que les choses sont bougées, je l'espère. Mais il est clair qu'au niveau des formations en bande dessinée, les écoles en France, attention, les écoles en France ne montrent qu'un canon qui est masculin. Pour l'enseignement, mon souvenir, c'est d'avoir eu des références qui étaient
oui, je pense, en fait, peut-être que le problème, le malheur, disons, c'est que je me suis peut-être même pas rendu compte à l'époque qu'il y avait autant d'hommes. Soit ça, soit... enfin, je vais revenir, je vais reparler de Lucille, donc Lucille Hourouet, qui est donc autrice, qui est dans ma classe. C'est quelqu'un qui était pas mal à secouer les profs pour leur demander de nous montrer autre chose, ou enfin, s'il y avait je sais pas, quelque chose s'il y avait quelque chose dans ce sens-là de représentation, elle avait souvent, enfin, elle prenait souvent la parole pour dire de voir autre chose. Du coup, peut-être que je me suis pas rendu compte de ça. J'ai pas eu, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'était j'ai pas l'impression d'avoir trop manqué, en tout cas. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Dans les représentations en termes d'hommes et de femmes, c'est aussi peut-être parce que je m'attachais beaucoup, plus que ce que les profs avaient à nous montrer, à ce que je voyais autour de moi. C'est-à-dire les travaux de mes collègues, et c'était souvent des collègues femmes, donc j'avais l'impression d'être servie à ce niveau-là. J'ai eu du mal, mais... Pardon. C'était pas tant une question que des remerciements, surtout parce que je suis prof et que la lecture c'est compliqué pour nos élèves et que la BD c'est vraiment un des axes d'entrée dans la lecture, qu'on essaie vraiment de motiver les gamins à lire, et d'avoir autant d'autrices qui commencent tout doucement à peupler les CDI avec les budgets qui nous sont alloués, mais voilà, c'est un plaisir. Et ben, par exemple, dans mon ancien bahut, un des livres qui a été volé, c'était Les Culottés. Donc c'était une victoire triste, mais donc voilà, donc merci beaucoup, et d'inciter nos jeunes à lire, et à lire des choses justement diversifiées avec d'autres voix, c'est super. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé du contenu et pas de la forme en tant que responsabilité par rapport à comment on représente le corps des femmes. Ça a été un problème à Angoulême qui est ressorti souvent, et du fait qu'il y a des clichés. Et en tant que dessinatrice, je me souviens, quand j'étais étudiante, j'ai eu en Italie un professeur, Riccardo Mannelli, et j'avais regardé ce qu'il faisait, et j'avais vu que par ailleurs, au-delà des dessins de presse, il faisait des dessins de femmes avec des œufs dans la bouche, attachées, liées, complètement dans des conditions de soumission totale. Et je me souviens que je lui ai dit, on allait faire un cours de portrait, et j'ai dit non, 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 moi je veux apprendre à faire ce qui me dégoûte, parce que toi tu fais des choses qui me dégoûtent. Et je me suis demandé, mais en fait, pourquoi? Pourquoi je devais apprendre à faire comment il voyait lui les choses? Et pour moi, c'était une conquête. Donc ma question est, quand vous dessinez, est-ce que vous investissez votre style aussi par rapport à la responsabilité de l'imaginaire féminin? Par exemple, Pénélope, toi, tu fais des corps féminins parfaits. Je vois parfois, il y a tes chevilles toutes fines, les jambes comme ça, et moi je me réjouis, je dis, oh, c'est trop bien fait ça. Mais en fait, c'est parfaitement féminin, et il n'y a pas... parfois des belles fesses grosses, ouais, c'est génial. Mais est-ce que, bon, vous avez compris ma question, merci. Mais tu penses à quoi quand tu dis ça, que je fais des corps parfaits? Je me réjouis énormément des traits, tu vois, par exemple les jambes, il y a les chevilles après le mollet qui a parfaitement la forme du mollet parfait. Et c'est des corps qui respectent vraiment des canons de fémininité. Et le dessin est parfait. Quand je te demande à quoi tu penses, je veux dire à quoi tu penses précisément, parce que je cherche dans des choses que j'ai faites ces dernières années, je vois pas trop ça. Mais c'est peut-être quelque chose de plus ancien. C'était beaucoup tes personnages un peu autobiographiques peut-être. Alors c'est marrant, j'ai dit ça parce que ce qu'on m'a reproché pas reproché, mais qu'on m'a fait remarquer, c'est dans ma BD autobio,
c'était que vraiment, pour le coup, j'avais la main un peu lourde avec moi-même, mais ça me fait plaisir que tu vois un corps parfait. Parce que c'est vraiment pas... écoute, moi je trouve pas que je dessine des corps parfaits, je dessine ce que je vois, mais sinon sur la responsabilité de dessiner des corps, oui, ça je pense qu'on est tous d'accord que... Je ne veux pas dire qu'ils sont parfaits dans le sens où ça représente un mannequin, c'est pas ça, mais dans les proportions, dans comment les parties sont équilibrées, dans l'harmonie du corps, oui. Merci. Du coup, la question c'était savoir si on avait conscience de la responsabilité du dessin du corps. Bah oui, bien sûr, c'est forcément une responsabilité quand on dessine un corps de femme, de pas se dire juste est-ce qu'il est plaisant à regarder pour un regard masculin, ce qui est quand même aussi un truc dont il faut se défaire. Oui. Une petite conversation à toi. J'ai le souvenir d'un post justement dans ton blog il y a des années, je ne saurais pas du tout dater ce moment, où justement tu faisais un peu état d'un rapport avec un client, je ne sais pas si c'était un éditeur ou un client, où justement tu avais dessiné des hommes et des femmes racisés, avec un certain corps, un certain poids, et qu'on t'avait demandé de les rétrécir, les blanchir, etc. Donc justement, moi ça me rappelle plutôt cet épisode qui est flou, mais qui... Voilà. Merci pour cette archive. Écoute, ça c'était autre chose, c'est quand je bossais dans la pub, donc ça c'était vraiment... Là pour le coup, il n'y avait pas de marge pour quoi que ce soit, c'est que ça n'existe pas autre chose. Alors, encore une fois, c'est peut-être vraiment plus le cas maintenant, je veux pas du tout... peut-être que maintenant ça a évolué, mais en tout cas il y a 10 ans, c'était impossible de faire... Vraiment, je disais, bah, je me souviens que si tu voulais faire un corps qui n'était pas très mince, par exemple, leur réaction c'était oui, mais là, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'ils disaient, oui, mais là, c'est pas le sujet de cette pub-là, c'est pas de montrer des gens en surpoids, donc non. Il fallait qu'il y ait une raison, quoi. Donc c'était quand même. Mais voilà, je pense que ça aussi, après, c'est un autre débat, mais je pense qu'il y a quand même globalement une représentation plus honnête qu'il y a 10 ans des différents corps, quoi. Je me suis vraiment perdue avec la question d'origine. Oui, il y a une responsabilité à représenter les corps féminins, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Quand j'étais ado et que je dessinais dans mon collège, les gens qui dessinaient et qui étaient mis en valeur, c'était principalement des garçons. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là. Donc, dans mon souvenir, j'étais la seule fille à dessiner, faire de la BD. Et je me souviens, on était à la fois amis et compétiteurs, parce que voilà, il y a toujours ce côté rivalité. Voyant mes dessins, on disait, mais tu dessines vraiment super bien, mais pourquoi est-ce que tu fais pas les filles belles? Pourquoi tu fais pas les filles jolies? Il était dérangé par la façon dont je dessinais les personnages féminins, parce qu'il ne rentrait pas dans ce canon-là. Et je me dis que en termes de responsabilité, ça va plus large, mais un des trucs que je me dis, c'est j'ai envie qu'il y ait toujours des gens qui soient dérangés par ce qu'ils voient. Parce que le monde n'est pas censé nous mettre à l'aise, et je me dis que l'art non plus. Et voilà, donc en termes, voilà, c'est mon anecdote qui répond partiellement en tout cas à cette question-là. Une dernière question, parce que je pense qu'on est... Ça va? Ah non, ouais, ça va. Alors peut-être une avant-dernière. Bon. Et pensez-vous que le fait de dessiner une femme présidente de la République pourrait vraiment permettre aux gens d'imaginer cela? Déjà, c'est de se le représenter. Je me demande... Personnellement, je commence à désinvestir l'idée que le système d'avoir des présidents et des présidentes, c'est quelque chose qui va vraiment apporter un changement, c'est quelque chose qui est vraiment positif ou valorisant en quoi que ce soit, parce que de toute façon, je me dis que le pouvoir, c'est quelque chose qui corrompt trop les gens. Donc, une présidente, ça va changer. Il y a eu un président des États-Unis noir, ça n'a pas amélioré la condition de vie des personnes noires. Donc, ce serait comme essayer de soigner un symptôme plutôt que de remédier à la source du problème. Donc
Je dirais non. C'est sûr que ça ferait plaisir, mais non, pourquoi pas. Ça dépend de la femme. Mais comme c'est parti. Ouais, je sais pas. T'as vu la série Baron Noir? Non, ça me dit rien. C'est une série qui est pas mal. Et la présidente, elle joue par Anna Mouglalis. Je pense qu'ils se sont dit, on va mettre une femme comme ça, machin. Mais en fait, pendant toute la série, tu fais, ah ok, c'est Macron. En fait, de toute façon, tu fais des parallèles. Tu dis, ok, donc ça, c'est censé être Mélenchon. Bah, c'est Macron. Et en fait, je sais pas, je trouve que ça change pas grand-chose. On se dit pas, waouh, c'est une femme. On se disait qu'exactement, enfin, tu l'as mieux dit, mais c'est ça, c'est que je pense que de toute façon, c'est une position qui fait que j'ai peu d'espoir sur le fait qu'être une femme change vraiment quelque chose, comme t'es corrompu par ça après. Moi aussi, je suis dans une phase vraiment déprimée en ce moment. Juste un complément, c'est aussi, il ne faut pas trop accorder de pouvoir aux créations, aux produits culturels. Dire que parce qu'il y a une création qui va représenter quelque chose, un sujet, une forme graphique, quels que soient les thèmes, les discours qui va être présenté, ça va changer le monde, c'est accorder trop de pouvoir au médium lui-même. Donc représenter quelque chose, ça permet d'ouvrir des possibilités, mais ce n'est pas ça qui va changer concrètement les choses. Donc c'est pas pour autant, en fait, parce qu'il y aurait éventuellement une femme présidente. Et si je ne me trompe pas, je pense à des bandes dessinées d'Elisa Mandel pour les Nouvelles Obs. Je crois qu'elle a déjà représenté Marine Le Pen en tant que présidente, donc ça fait pas très sens. Pour compléter ce que tu viens de dire, la représentation, c'est quelque chose qui compte, effectivement, mais c'est pas du tout... Ça change les choses, mais ça va pas tout... Oui, c'est ça. C'est pas le seul outil de transformation. Mais oui. Dernière question. Ouais. Moi, j'ai une question un peu dans le même acabit. Est-ce que pour vous, dessiner une femme avec une différence ou un handicap, ça pourrait changer quelque chose? Une femme avec une différence ou un handicap, ça dépend ce qu'on fait de ce dessin. Si c'est une histoire pour s'en moquer, ou j'imagine que, voilà, ou avoir de la pitié, peut-être pas, mais ça ferait du mal certainement. Mais oui, je pense que, encore une fois, ouais, c'est ça, la représentation, c'est quelque chose qui a quand même un pouvoir, qui a un impact, donc ça peut faire du bien. Ça peut ouvrir des possibilités dans l'esprit des gens et leur permettre même à la personne qui dessine de voir les choses différemment. Et ouais, ça peut apporter du mieux. Mais ce serait... Enfin, il faudrait que qu'il y ait des représentations de personnes différentes avec des handicaps. Ça s'accompagne... Ce n'est pas de là que va venir le changement de la société, mais que ça accompagne un mouvement général. Il faudrait que, je sais pas, les politiques aussi s'intéressent à ça et fassent quelque chose qui rende la vie de personnes diverses, différentes, avec des handicaps plus faciles. Voilà. Donc ce serait un outil vers le mieux, peut-être. J'y vais un peu compléter cette réponse-là. Je pense notamment à une bande dessinée des Québec pour Anana, où il y avait une danseuse, un surpoids et une jambiste, donc avec une prothèse parfois. Et donc il y a des sources qui montrent qu'il y a des créatrices qui ont mobilisé cette différence, non pas dans son sentiment bien pensant, mais justement pour normaliser la gentilité, les formes d'agir, des pouvoirs faire des personnes qui ont une certaine différence, qui est assez nette. Par contre, là, ce que je retrouve, bon, c'est pas très courant, c'est pas très nombreux encore une fois. Là, même s'il y a un phénomène de mode où on voit une représentation beaucoup plus diverse, tout ce qui va être différence de l'ordre racial, c'est un peu plus important, mais ce qui va être de l'ordre des normes qui ne correspondent pas au canon des beautés et des normes validistes, elles sont absentes, quasiment absentes de la bande dessinée franco-belge et franco-française.
Et je pourrais dire métropolitaine aussi, je ne connais vraiment pas ce qui se passe en Outre-mer, mais ça existe depuis très longtemps. Donc je parle d'Anana en 60, là je pense que c'est un numéro de 77, c'était pas 76, pour Cecilia Capuana, non, c'était Québec, pardon. Mais oui, je pense que ça devrait être dans un effort, mais là c'est plus, je retire ma casquette de chercheuse, et c'est plutôt ma casquette de féministe qui parle là. Qui est dans cette volonté de mettre non pas la différence en avant, mais juste les sujets en tant que personne entière et pleine à l'avant. Ouais, tout à fait d'accord, et comme tu dis, ça passe par l'écriture d'un personnage cohérent et bien écrit. C'est-à-dire que se dire son personnage ce sera ça, c'est pas évidemment que. Et je pense que c'est une initiative qui doit tomber entre les mains d'auteurs et d'autrices qui travaillent vraiment, c'est-à-dire qui se disent ok, mais c'est quoi le personnage, c'est quoi son histoire, c'est quoi, ça peut pas être ça sa caractéristique, quoi. Et je pense que là où parfois ça peut être mal fait, c'est de se dire que c'est le personnage et du coup c'est complètement contre-productif par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire ça fait rien avancer du tout si on a mis là un peu comme c'est malheureux à dire mais presque comme un quota, en se disant pas ok, c'est quoi ce personnage? Est-ce que tu as bossé ce personnage à fond, son histoire, son passé et j'ai l'impression que ça peut aussi être fait comme ça de manière un peu anecdotique, pas très productif, quoi. Ouais. Mais bon, comme tu dis, ça demande de faire ça bien, quoi. Comme ça. Il y a du boulot, quoi. Je vous propose de s'arrêter là-dessus. Un grand merci vraiment à toutes les trois d'avoir accepter cette invitation, d'être venu jusqu'à la folie, d'avoir nourri cette discussion de réflexion, de références. Merci au public aussi. La soirée continue, donc